Ok, vous pouvez rester dans cette intériorité et écouter ce texte de Yogananda sur justement un- une stanza de la Bhagavad Gita, une stanza, c'est-à-dire une phrase de la Bhagavad Gita, surtout son commentaire. Donc la phrase elle-même signifie euh, et d'autres guerriers également bien entraînés au combat et armés de diverses armes, donc et armés d'armes diverses, sont présents ici, prêts à sacrifier leur vie pour ma cause. Donc c'est une phrase qui est dans la Bhagavad Gita et qui dit que il y a de nombreux guerriers avec de nombreuses armes, des armes différentes. Et alors, dans le contexte de la Bhagavad Gita, cette phrase a bien sûr un sens particulier et même différents sens particuliers. Voilà une interprétation qu'en donne Yogananda. Le roi du désir matériel, avec ses soldats de convoitise euh, physique, c'est-à-dire la convoitise des réalités matérielles, ce roi craint toujours les soldats du bien. On a parlé de ça un petit peu dans un satsang. Le roi du désir matériel craint toujours les soldats du bien, c'est-à-dire les qualités positives. C'est pourquoi, à la veille d'un affrontement psychologique, il passe en revue ses propres forces du mal, les forces défensives du bien résistant. C'est-à-dire, parce qu'il a peur. Ça veut dire en fait en nous-mêmes, quand en nous, la force du désir matériel prend le dessus dans ce royaume intérieur qui est le nôtre, euh, on va vivre cette crainte finalement des qualités positives. Ça paraît étrange, mais c'est vraiment ce qui se passe. Euh, on a besoin de s'observer soi-même en fait pour le voir. Mais je continue, je lis son commentaire. Il est facile pour un homme de descendre dans une abîme profonde, en descendant une pente graduelle. Mais lorsqu'il essaie de remonter, mais c'est lorsqu'il essaie de remonter qu'il rencontre une résistance et qu'il lui faut des efforts pour surmonter cette, cette pente naturelle. De même, l'homme entièrement contrôlé par ses désirs matériels, qui sont nés de mauvaises habitudes, ne ressent aucune résistance spirituelle en lui. Donc l'homme entièrement contrôlé par des désirs matériels, ces désirs qui sont nés de mauvaises habitudes, ne ressent aucune résistance spirituelle en lui-même. Il descend en douceur dans les profondeurs du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez que c'est simplement ce qui nous écarte de qui nous sommes vraiment. Il n'y a pas ici une connotation moraliste, mais simplement le mal est ce qui nous écarte de qui nous sommes vraiment et donc de notre bonheur potentiel. En ce sens, c'est un mal. Je continue. Ce n'est que lorsque l'homme tente de remonter du gouffre souterrain qu'il rencontre la résistance des désirs et des habitudes maléfiques. Ok. Cette idée avertit le chercheur spirituel du fait que dès qu'il essaie de changer le cours de sa vie de ce qui l'entraîne vers le bas envers ce qui l'entraîne vers le haut, il constate l'éveil des désirs matériels et une armée de mauvaises habitudes prénatales et postnatales prêtes à combattre ses résolutions sacrées et ses actions saintes mises en place pour trouver l'émancipation de l'esclavage terrestre. Ok, c'est une belle phrase, je l'explique, mais vous l'avez compris, je pense. Donc, à partir du moment où on décide, en fait, de s'élever spirituellement, il y a tout cet éventail de forces qui nous entraînent vers le bas et qui sont, en fait, les désirs matériels et les mauvaises habitudes qui sont prêtes à combattre notre détermination à nous élever.
euh, qui sont prêtes à se battre, en fait, pour continuer d'exister. Je continue. Les désirs matériels sont accumulés par l'âme au fil des incarnations, depuis le moment où elle quitte le règne de l'esprit. Les désirs mondains naissent des habitudes matérielles. Les habitudes matérielles prénatales apparaissent comme des instincts mondains et après la naissance, elles se manifestent comme de fortes tendances. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que ce que on amène, c'est-à-dire toutes nos, en fait, les qualités, et ça on peut le voir chez les enfants, c'est vraiment fascinant, je trouve. Toutes les qualités positives et les qualités négatives qu'on amène avec nous sont le résultat d'un travail prénatal, sont le résultat du travail de nos vies antérieures. Pourquoi est-ce qu'une personne arriverait avec déjà des qualités de générosité? Je connais des enfants dont le seul plaisir, c'est de donner. Ça va être de distribuer de la nourriture à tout le monde. Ça va être de ranger attentivement quand quelqu'un d'autre, quand tout le monde range, les adultes, l'enfant va adorer aider. Il y a ces qualités-là. Et puis, il y a aussi des enfants qui n'ont absolument pas envie de ça, mais qui ont simplement envie de se faire plaisir et c'est tout. D'où vient cette différence fondamentale dans des petits êtres qui n'ont pas encore eu, qui ont pourtant peut-être la même famille, les mêmes parents, et ça vient en fait de ce travail-là. Ça vient de ce travail qu'on a accompli dans des vies antérieures, donc de nourrir en soi-même des qualités positives. Ces qualités positives ne peuvent pas mourir. Elles restent avec nous à la mort du corps. Elles sont emmenées avec nous dans le corps astral et elles reviennent et elles s'incarnent avec la prochaine incarnation. Et elles trouvent à un moment la place de s'épanouir, de se manifester complètement. Et donc, euh, en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire que c'est cet enjeu-là euh, dont on parle aujourd'hui. On commence une nouvelle année et le début d'une année est un moment fort dans le sens où c'est exactement comme le lever du jour. Vous savez, si on commence la journée en méditant, si on commence en se levant tôt, en accueillant la journée en pleine conscience, on est levé avant le soleil. Vous savez, dans l'idéal, on se lève avant le soleil pour accueillir cette lumière de la conscience et cette lumière du jour. Et si on peut faire ça dans déjà un état de conscience préparé, c'est-à-dire qu'on a médité avant le lever du jour, dans ce qu'on appelle l'heure de Brahma, l'heure créatrice, alors toute la journée va être différente parce qu'on est déjà dans dans cette détermination à grandir, à accueillir finalement toute action, chaque instant de la journée, comme une petite vie, hein, une journée, puis la nuit vient et c'est la mort, on va se retirer, se reposer un petit peu dans l'inconscient, et puis on renaît à nouveau. Et c'est pareil pour une année entière, en fait. On a un grand cycle, et on peut décider de comment on va accueillir cette année, comment on va accueillir tout ce cycle qui vient maintenant. Et donc les bonnes résolutions, les bonnes intentions, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous porter en fait, qui peut déterminer la qualité de l'année qui vient. Alors, sur quoi travailler? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de travailler? On va voir que on a des qualités en nous, on a trois qualités en nous et qu'on a besoin de passer de l'inertie à quelque chose d'élevé, à quelque chose de réveillé justement, de passer de l'inconscient à la superconscience, à une conscience plus épanouie, et que ça peut que se faire à travers une certaine activité. Alors, euh, le, le fait est que la journée est un cycle. Le soleil se lève d'un côté, se couche de l'autre. C'est ça qui détermine une journée. Tout dans notre vie est cyclique. On mange de manière régulière, a priori, on va se coucher de manière régulière, au moins une fois par jour, a priori. Tout notre fonctionnement est basé sur ce cycle de la journée. Et notre manière naturelle est de former des habitudes. C'est-à-dire que à partir, et ça c'est quelque chose, alors c'est quelque chose que j'aurais aimé vous lire, j'essaie de regarder si je trouve dans le texte ici.
C'est pas grave, je vais y aller une autre fois. Mais ce qu'on peut retenir et qui est important, c'est que ce qu'a dit Yogananda ici dans le texte avant, c'est que sans une détermination spirituelle forte, on va naturellement descendre la pente guidé par nos habitudes, par nos désirs matériels. C'est un mouvement naturel. C'est-à-dire que sans la volonté inébranlable, forte de s'élever en esprit, on va descendre la pente. Qu'est-ce que c'est que cette pente? C'est simplement que on va trouver, en fait, on va chercher notre bonheur dans les plaisirs des sens. Et comme le dit Amma, une fois, elle a dit une fois une phrase qui m'est restée vraiment et qu'on peut vérifier. Euh, Si vous mangez elle voulait décrire un fonctionnement du mental. Si vous mangez du prasad ou alors du riz, vous savez, le riz au lait indien délicieux. Vous en mangez une fois le soir après votre repas ou à midi. Vous vous régalez. Le lendemain, vous en aurez envie à nouveau. Vous aurez envie d'en manger un peu plus. Etc. En fait, c'était juste pour décrire un fonctionnement du mental. C'est-à-dire, à partir du moment où on prend plaisir à quelque chose, on va naturellement le désirer à nouveau. Et ce désir, cette chose, on va vouloir en faire l'expérience un petit peu plus. Et donc, si notre attention, notre intention est dirigée vers les sens pour trouver notre bonheur, naturellement, on va descendre la pente parce qu'on va chercher de plus en plus le bonheur à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment cette descente. C'est-à-dire que pour aller dans cette direction, il n'y a aucun effort à faire. Il y a juste à écouter l'élan naturel qui est d'aller chercher le bonheur à l'extérieur. Maintenant, à force de se taper la tête contre le mur, littéralement, de voir que ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a un moment où non, on va voir qu'on ne trouve pas un bonheur durable à l'extérieur, mais simplement quelque chose de passager et d'insatisfaisant au long terme, on va vouloir aller chercher vers l'intérieur. On le sait. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de le bien le comprendre? C'est parce que c'est notre détermination à se servir de l'habitude du mental qui veut toujours plus, qui veut faire un peu plus l'expérience du bonheur d'une certaine manière. C'est en se servant de ce mécanisme qu'on va pouvoir prendre de l'élan et remonter la pente. Je vais essayer de clarifier la chose avec une image simple. Vous savez peut-être que dans notre intestin, on a un monde, un monde de micro-organismes, de bactéries, comment on appelle ça, oui, je crois La, que c'est la microbiote. la microbiote. Merci. La microbiote est présente dans notre appareil digestif, dans les intestins. Si vous mangez maintenant, aujourd'hui, par exemple, du riz et un œuf à midi, et puis que le soir, vous mangez autre chose, ok, vous n'avez pas fait une saturation avec cette nourriture. Elle vous a apporté quelque chose, vous avez pris plaisir à le manger, on va dire que c'est simplement ça, du riz, un œuf, ok. Le lendemain, à midi, il y a de bonnes chances que vous ayez envie de manger un œuf et du riz. Le surlendemain, si vous le faites encore, vous aurez vraiment envie de manger à nouveau la même chose. Vous savez, une fois, Amma a dit quelque chose qui m'a aussi frappé. Elle a dit, les Occidentaux se demandent comment les Indiens peuvent manger du riz et des légumes le matin, du riz et des légumes à midi, du riz et des légumes le soir. Et elle a dit, c'est en mangeant du riz et des légumes le matin, à midi et le soir que les Indiens aiment ça. C'est-à-dire que c'est en prenant une habitude, littéralement, c'est parce que je mange quelque chose aujourd'hui que demain, l'environnement intérieur de ma microbiote sera adapté et voudra en fait cette nourriture à nouveau, va le demander. Et du coup, moi, je vais dire, mais j'ai envie de manger à nouveau la même chose. Et si je le fais régulièrement, je vais plus m'en passer pendant un certain temps, ce sera simplement mon plat préféré. Alors, il y a un moment où, bien sûr, on arrive à saturation, on a besoin de manger autre chose. OK, mais qu'est-ce que nous donne cette image? Elle nous donne l'équivalent de ce qui se passe pour l'esprit. C'est-à-dire, la nourriture pour le corps, c'est l'expérience pour l'esprit. On a toujours ce parallèle entre le monde physique et le monde de l'esprit. La nourriture pour le corps, c'est l'expérience
pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'expérience? C'est la relation avec le monde. Et donc, c'est pour ça que dans le Feng Shui en particulier, on va voir, on va vraiment donner une grande importance à la qualité de la cuisine, à la propreté et aussi à la qualité des aliments qu'on mange, parce que ça détermine en grande partie la qualité de notre relation au monde, la qualité de notre vie, en fait, de nos expériences. Mais donc, pour revenir à cette comparaison, ce que je mange va déterminer l'environnement intérieur qui va me demander, cet environnement intérieur, cette expérience à nouveau de manger la même chose. Maintenant, si j'applique ça à la vie de l'esprit, qu'est-ce que ça donne? Imaginons que je décide de méditer tous les jours. Ok, ça on l'a décidé déjà à peu près tous. Maintenant, imaginons qu'en plus de ça, après avoir médité, je vais sortir dans la nature et apporter cette conscience dans le contact avec le monde. Peut-être en courant un petit peu, ok, pour faire bouger le corps, faire battre le cœur. C'est important de le faire une fois par jour, nous dit Yogananda. Et c'est vrai que ça crée un grand bien-être. Pas seulement de faire les mouvements nécessaires, mais d'aller un peu plus loin, faire battre le cœur, bouger un petit peu, faire circuler l'énergie. Euh, et imaginons que je le fasse à la même heure. OK? Une fois, deux fois, 3 jours de suite. Le quatrième jour, si je le fais pas, je vais sentir il y a quelque chose qui manque un petit peu. J'avais un bien-être, il y avait quelque chose de bon ici que j'ai pas aujourd'hui. Ça vous arrive maintenant avec la méditation. Si vous ratez la méditation, l'environnement intérieur qui est maintenant préparé à cette, qui est défini par cette méditation, va se sentir un peu affamé. Exactement comme le riz et voilà, de cette histoire de la nourriture et de la microbiote. Et donc, l'environnement intérieur ici, c'est nos pensées, c'est la fréquence de notre conscience, c'est tout un équilibre hormonal qui est déterminé par la méditation, le fait de courir un petit peu ou de marcher un petit peu de manière active, le fait de peut-être écouter, de lire un texte inspirant. Donc, c'est toutes ces pratiques spirituelles qui vont déterminer un environnement intérieur. Exactement comme notre microbiote, on pourrait dire, ce serait la microbiote spirituelle. Et à partir du moment où je peux nourrir cette bonne microbiote spirituelle, elle va elle-même devenir un moteur pour aller plus loin, pour vouloir plus. Exactement comme si je mange du payasam, du riz au lait, j'en aurais envie d'un peu plus le lendemain. Si je mange mon carré de chocolat après le repas, il va me manquer si je le mange pas le lendemain. De la même manière, si j'installe des petites habitudes positives dans ma vie, comme ces bonnes petites habitudes qu'on va peut-être entendre d'ailleurs, hein. Janavi, tu vas nous parler un peu de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que tu es en train de vivre, parce que l'Ayurveda est vraiment l'art de créer ces petites habitudes positives dans la journée. Et donc, si je commence à les nourrir, c'est-à-dire vraiment à prendre en fait une décision claire et consciente de comment je vais passer la journée, et que je répète cette manière en l'ajustant petit à petit pour en retirer le plus de plaisir aussi, puisque c'est vraiment un plaisir. C'est-à-dire que si je médite, j'ai le plaisir spirituel. Ici, c'est plus le plaisir des sens, qui m'entraîne vers le bas et qui m'écarte de qui je suis vraiment, mais c'est le plaisir de découvrir finalement la joie qui est à l'intérieur et d'en faire l'expérience chaque jour. Et donc, si j'additionne à cette méditation d'autres petites pratiques qui vont aussi créer un bien-être qui ne vient pas de consommer quelque chose, mais qui vient finalement d'un état, c'est-à-dire d'une circulation de l'énergie, d'une vivacité d'esprit, etc. Je vais créer une fin pour ça et je vais créer une volonté de plus de cette même qualité. Et donc, c'est vraiment ce euh, on peut reprendre, si vous voulez. C'est ce que nous conseille aussi Yogananda. Il nous dit, nos habitudes sont comme un bureau qui travaille pour nous. Un bureau, c'est-à-dire un personnel dans un bureau qui travaille pour nous. Et on a besoin régulièrement d'observer le fonctionnement de ce bureau, d'observer en fait le fonctionnement de toutes ces petites habitudes et de les remettre en question. Est-ce que vraiment je veux continuer de me lever à telle heure, de manger telle chose, de penser à telle chose, de lire telle chose,
de regarder tel ou tel film ou documentaire ou podcast. Est-ce que tout ça, c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que ça m'élève vraiment? Est-ce que je peux améliorer encore un petit peu pour que le mouvement ascendant soit meilleur encore? Et donc, c'est le travail qu'on peut faire en début d'année. C'est les questionnements qu'on va emmener avec nous, bien sûr, dans les petits groupes. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux. C'est qu'on est constamment en transformation, en transformant notre relation avec le monde, puisque toutes ces petites habitudes forment notre manière de dealer avec le monde, de dealer avec la vie dans le monde. Et par le biais, si vous voulez, du reflet, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur et ce qui est à l'extérieur se manifeste à l'intérieur. Donc en travaillant finalement sur des petites habitudes extérieures et en les changeant pour des habitudes plus élevées, je vais rediriger euh, l'énergie de ma conscience à l'intérieur de moi dans un mouvement plus ascendant et je vais en ressentir un bien-être et un bienfait dans la méditation et bien au-delà de tout ça. Alors, euh, je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Je voudrais plutôt laisser la place à Janavi pour entendre l'expérience justement d'une retraite dans un centre d'Ayurveda. Et qu'est-ce que ça... et d'ailleurs, Janavi, tu es là, et aussi Krishna Priya qui est ici, et Anne et Dimitri. Qu'est-ce que vous en retirez? Comment, si tu veux bien, Janavi, tu as préparé un petit peu aussi des choses à nous dire. Qu'est-ce qui se passe de ton côté et comment tu comprends tout ça aussi? Ok. Euh, alors, je suis ici, on est ici depuis plusieurs semaines. Donc, moi, je suis là depuis mi-décembre et dans un centre ayurvédique dans le sud de l'Inde. J'espère que vous m'entendez. Ok. Il y a un peu de bruit autour. Parfaitement, c'est super. Ok. Euh, et donc, ici, le rythme de la journée est ponctué principalement par, enfin, il y a des pratiques le matin vers 6 heures et le soir. Je m'entends parler. Tu peux baisser le volume. Elles sont à 10 mètres. Euh, et donc, le matin et le soir. Et dans la journée, il y a aussi plusieurs rituels qui sont dans les temples qui sont là. Euh, et donc, ça aide à créer un environnement spirituel qui est palpable, vraiment très, très présent. Et euh, on entend surtout le matin et le soir, quand il y a les chants, on entend les médecins qui répètent les 1000 noms de la Mère divine ou les 1000 noms de Vishnu avec une telle force et une telle euh, puissance, vraiment, euh, que ça nous touche, même si nous ne sommes pas à côté de lui, même si on marche autour ou on fait autre chose, ça a un effet dans l'environnement. Et ça crée ce qu'on appelle l'énergie du sattva. Donc l'énergie la plus pure, lumineuse, harmonieuse. Et c'est cette énergie-là euh, qui fait partie des trois gunas, c'est les humeurs de l'esprit. Il y a sattva, l'énergie pure, harmonieuse, lumineuse. Rajas, qui est l'énergie agitée, qui cherche l'action, le mouvement. Et tamas, l'énergie lourde et inerte. Et Alors, toutes ces... Ouais. je- tu avais une belle page qui montrait justement, est-ce que tu voudrais éventuellement nous montrer ça? Oui, oui, Parce je que peux le montrer. Ouais. cet aspect-là donc ça, c'est vraiment un aspect très intéressant de l'Ayurveda, c'est que on comprend en fait à voir ou à conceptualiser, mais de manière très simple, le fonctionnement de l'esprit. Oui, donc c'est ce que je disais, il y a le sattva, rajas et tamas. Il n'y a pas un élément qui est plus important que l'autre. Ils travaillent en parallèle, ensemble, pour vraiment créer pour influencer plutôt notre esprit et notre comportement. Donc, comme je disais, l'énergie pure, harmonieuse, lumineuse, sattva, c'est ce qu'on souhaite cultiver. Rajas, donc c'est le mouvement. Il y a un peu plus d'agitation. C'est là où on peut accomplir les choses, accomplir nos tâches, ce qu'on doit faire dans la journée. Et tamas, c'est l'énergie
plus lourde, inerte et qui mène plus, enfin, qui peut mener plus vers la léthargie. Alors, tous ces éléments peuvent être déséquilibrés ou équilibrés. Et on cherche bien sûr un équilibre entre les trois. Et ce qu'on appelle le dinacharya, c'est dans notre lexique, c'est la routine quotidienne. C'est notre routine qui aide à équilibrer ces qualités, en gros. Et est-ce que tu Euh, peux nous dire un petit peu justement à quoi ressemble votre routine? Et tu disais, ouais, Sattva, c'est l'énergie qu'on cherche à cultiver. ouais. Comment est-ce que vous la cultivez? Qu'est-ce qui et comment tu le vis quand vous cultivez ça? C'est-à-dire, C'est ce que je commençais à dire tout à l'heure pour les pratiques du matin et du soir, qu'il y a une telle force dans les prières, surtout ça dépend un petit peu qui va réciter les mantras, mais euh, ça peut être extrêmement forte l'expérience. Juste d'entendre les 1000 noms de la mère divine ou les mantras qu'ils ont l'habitude de chanter ici en Inde euh, quotidiennement. Et hier, j'ai entendu quelque chose qui était très intéressant. Dans l'Ayurveda, on cherche à euh, équilibrer les éléments. On a une conceptualisation du corps et du mental qui est autour des éléments. Et je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Certains connaissent déjà les doshas, kapha, pitta et vata. Mais un des médecins hier disait que en fait, c'est très difficile de obtenir l'élément de l'espace, l'élément éther, qui fait partie du Vata dosha, à partir des aliments. On ne peut pas trouver cet élément dans les aliments. Les aliments, c'est plutôt euh, terre et eau, et voilà, c'est plutôt ça, c'est ce qu'on nourrit quand on mange. Et mais il disait que quand on écoute les mantras ou une musique qui a la même vibration des mantras, ça cultive donc l'élément euh, de l'espace éther en nous. Et donc, ça crée un bien-être à partir de là. Et j'ai trouvé ça fascinant. alors ça me rappelle tout à fait ce que disait Swami à une amie, c'est-à-dire Swami Kriyananda parlait à une jeune femme et lui disait, elle avait un déséquilibre à un moment, il lui disait, écoute la musique, écoute ma musique constamment, parce qu'il y avait beaucoup, il a écrit énormément de pièces de musique et ça va remettre quelque chose en équilibre. Donc ça, c'est quelque chose en effet qu'on peut facilement installer chez nous en fait, hein. On peut tout à fait laisser des mantras, ou alors vous avez Ananda Radio, donc la radio Ananda, qu'on peut trouver sur Internet et qui constamment va avoir cette musique qui élève. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre journée que tu pourrais aussi nous livrer, qui pourraient nous servir aussi à nous, comme des petites habitudes à installer qui sont porteuses? Oui, tous les après-midi, il y a des satsangs, des moments de satsang. Ça veut dire où on peut se retrouver ensemble, soit pour apprendre quelque chose sur l'Ayurveda, parce qu'il y a souvent au début de l'après-midi quelqu'un qui va présenter un aspect de l'Ayurveda. Donc, on va cultiver l'intellect, poser des questions, etc. Et ensuite, en milieu de l'après-midi, il y a aussi l'occasion de poser des questions, faire une sorte de séance de questions-réponses avec un des directeurs du centre, voilà, des fondateurs, des personnes qui ont, une des personnes qui a eu la vision de cet endroit, qui n'est pas juste un centre ayurvédique, mais il y a beaucoup de projets qui sont autour de ce lieu qui est censé être une sorte de oasis de paix, d'harmonie entre l'humain, la nature, les animaux, les insectes et tous les éléments vraiment autour. Et pas seulement juste dans le périphérie du centre, mais aussi tous les villages qui sont autour sont touchés parce qu'il y a des personnes qui travaillent ici qui, voilà, qui n'ont pas forcément eu l'éducation ou les moyens pour pouvoir travailler ici, mais ils ont été formés pour pouvoir travailler ici aussi, quel que soit le travail. Et donc, ils sont vraiment dans la démarche à la fois de la santé, mais aussi au niveau social et environnemental. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs branches.
Donc c'est un endroit, Je me suis perdue un petit peu par rapport à ta question, je crois. c'est très bien, c'est un endroit qui a l'air en effet très inspirant. Je vois Ouais, que enfin, Anne y habite. ouais. Il y a plusieurs ici maintenant. Ça serait intéressant d'y faire un tour une fois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inspiration à en retirer. Donc tu parlais de satsang, de cette présence ici au. Oui. euh, on organise un voyage, Anne, hein, cette présence à ceux qui ont de l'inspiration à donner. En effet, et un tel centre, donc tu m'en as parlé, hein, j'ai un petit peu compris que c'est quand même ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rayonnement, de charisme et aussi une grande sagesse. Alors, cet aspect-là de satsang, pour nous, ça va peut-être être maintenant, par exemple, ou avec des livres, avec qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre très concrètement, on va dire dans votre routine quotidienne? Qu'est-ce que tu fais en te levant? Ou quelles sont les petites choses que nous on peut aussi intégrer dans notre vie de tous les jours, qui sont voilà qu'on peut faire ici, même seul, par exemple. Même seul, on peut revenir à l'aspect du corps, peut-être. Enfin, il y a vraiment ils mettent l'accent sur le fait de se lever tôt pour favoriser un esprit clair, calme. euh, pour, on fait tout de suite on va tout de suite faire nettoyer le corps, c'est-à-dire on va gratter la langue, enlever les bactéries qui se manifestent pendant la nuit avec Mhm. la gratte-langue. On va faire le nasya, donc c'est les petites gouttes d'huile dans le nez pour libérer les canaux dans le nez. Aller aux toilettes, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Euh, J'entends pas Anne. On sera- Merci. Après la prière, on fait le lavement des yeux aussi, qui est très intéressant. Donc, une décoction de triphala, c'est une plante qui inclut trois plantes, en fait, dans un. Et on fait avec deux petites euh, bouteilles, je sais pas comment, coupelles, voilà. On les met dans l'œil et on cligne les yeux pendant que, voilà, le triphala lave les yeux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Oui, donc c'est des pratiques assez pardon, j'ai un problème avec vous m'entendez toujours, je pense? Ouais, ça fonctionne. Euh, d'accord, donc c'est des pratiques assez particulières, typiques à l'Ayurveda. Le Oui. gratte-langue, oui, ça je connais, je pratique aussi. Euh, je crois que le concept, hop là, je sais pas si ça fonctionne. Oui, ça a l'air. Ok. Le concept ici qui nous intéresse, c'est dinacharya. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur qu'est-ce que c'est? Dinacharya, tout simplement, c'est une routine régulière qui crée quelque chose de stable et de, ouais, qui crée une discipline dans notre journée et donc qui a la capacité de équilibrer les trois gunas, le sattva, le rajas et le tamas. Donc, euh, c'est tout simplement ce qu'on décide de faire et à quel moment on décide de le faire. D'accord. Et ça, c'est justement quelque chose. Alors, bon, je sais pas, ok, c'est pas grave. On va garder celle-là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous m'entendez, hein. Si vous m'entendez pas, tu me préviendrais, Tianavi, c'est ok. Il y a parce que nous, on n'est pas dans un centre ayurvédique, ok. J'ai parlé avec des amis récemment qui sont aussi dans un cheminement spirituel, qui connaissent une instabilité dans l'endroit où ils habitent, par exemple, ou un environnement qui n'est pas forcément porteur, parce qu'on n'est pas dans une bulle, si vous voulez, un centre de retraite où on aurait des satsangs, où on aurait toutes ces pratiques, en fait, hein, présentées pour nous. Et là, en effet, le dinacharya devient un élément fondamental. C'est-à-dire d'avoir... qu'est-ce que veut dire dinacharya? J'aurais bien aimé me rappeler les mots exactement, si tu les connais, bienvenue.
sinon on peut regarder. Mais il y a quelque chose de très, très porteur dans le fait d'avoir une routine déterminée, justement pour créer un espace intérieur, d'être à la maison, c'est-à-dire d'être dans un environnement sain, où que l'on soit. Et vous avez cet exemple que, donc, vous savez, c'est typiquement un ermite, un moine qui vit tout seul, va avoir un dinacharya extrême, c'est-à-dire un rythme de la journée, un emploi du temps extrêmement défini, parce qu'il n'a plus les contacts extérieurs, il a plus ces contacts-là pour euh, compenser, équilibrer ce qui est à l'intérieur de lui et qui va naturellement se manifester dans la solitude. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut nous inspirer aussi, c'est-à-dire regarder dans notre journée, en fait, comment on veut passer la journée d'une manière idéale, optimum, et plutôt que de laisser les choses à une forme d'habitude plus ou moins consciente, de définir que à telle heure on va faire telle chose, ensuite vient le moment peut-être satsang, de lire ou de s'inspirer, ensuite vient peut-être le moment de la marche à l'extérieur, de préparer le repas, de méditer 5 minutes avant le repas, etc. Et d'avoir une journée tellement si remplie, si vous voulez, de choses positives, avec des moments aussi de créativité ou de spontanéité, d'interaction avec les gens. Quelque chose de si rempli que finalement, l'environnement, la microbiote spirituelle, si on veut, devient complètement porteuse. Et je crois que c'est, si on prend en fait l'Ayurveda ou ta retraite maintenant, Janavi et Dimitri, Krishna Priya et Anne, si vous êtes maintenant dans cet endroit-là, c'est sans doute parce que cette structure vous porte aussi énormément. Et donc, notre challenge, d'une certaine manière, et particulièrement pour Ananda et Ananda francophone, qui n'a pas encore un centre de retraite physique, et c'est quelque chose aussi qui peut nous aider à grandir, c'est parce que on est maintenant dans le monde. Est-ce que, en étant dans le monde, on peut se créer ce dinacharya, c'est-à-dire cette routine porteuse suffisamment définie pour rester dans notre propre centre ayurvédique, on pourrait dire dans notre propre centre de retraite intérieur, quelles que soient les turbulences, quels que soient les changements et les obligations et les activités à l'extérieur et aussi les influences de l'environnement à l'extérieur de nous. Donc ça, c'est ce que je voudrais, si vous voulez bien maintenant, il est déjà 57. Et merci, Janavi, de nous avoir un peu partagé la couleur de ce que tu vis. Euh, Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller dans des petits groupes de, disons, 4 personnes pour, si on est 18, 4 fois 5, 20, 4 fois 4, 16, allez, 2 groupes de 3 en gros, et le reste de groupes de 4, comme tu le souhaites, j'ai un avis, pour aller regarder chacun répondre à cette question dans le groupe et s'inspirer justement de ces échanges. Euh, à quoi ressemble mon dinacharya? Qu'est-ce que c'est un dinacharya? Est-ce qu'on a la réponse? J'aurais bien aimé le. Oui, en fait, Dina, c'est journée, euh, le quotidien, et Charya, c'est pratique. Donc, c'est la pratique de la journée, en fait. C'est l'accompagnement de la journée avec les pratiques. C'est ça? Oui, exactement. Et voyons un petit peu où on en est maintenant de notre dinacharya. Est-ce que notre dinacharya, c'est je mange à telle heure et je médite à telle heure, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Est-ce que l'heure du repas lui-même est encore très fluctuant ou est-ce que j'arrive à une certaine stabilité? Est-ce qu'il y a une fluctuation qui est nécessaire en fonction de mes activités? Ça peut aussi être. Est-ce que j'ai plusieurs dinacharya pour différents moments de la semaine? Toutes ces choses-là, on peut y penser et se poser cette question toujours, comment est-ce que je peux améliorer ce dinacharya? Quel élément qui va amener vers du sattvique, c'est-à-dire qui va élever l'esprit, je peux emmener? Et automatiquement, quand je crée une habitude positive, je prends de l'énergie finalement du reste de ma journée et je l'implique, je l'investis dans quelque chose de positif. Donc automatiquement, il y a une redistribution de l'énergie qui va se faire. Donc, je répète la question pour qu'elle soit bien claire. Euh,
quel est l'état de mon dinacharya, on pourrait dire de ma routine quotidienne actuellement, quel est l'état de ce dinacharya actuellement, et comment est-ce que je pourrais l'améliorer avec un, euh, un élément simple, ok? Essayons de ne pas rester seulement trop abstrait en disant voilà ben je pourrais faire un peu plus de méditation ou je pourrais inclure un peu plus de temps à l'extérieur. Ça reste encore très vague. Mais essayons d'aller vraiment dans le détail constructif de eh ben si c'est en effet être plus à l'extérieur, alors ça pourrait être de 9 heures à 9h15 le matin, je vais marcher après la méditation euh, et monter cette colline et redescendre de l'autre côté, revenir à la maison et boire un thé. Ok, là on a quelque chose qui devient concret. Donc essayez de voir dans ces petits groupes, et c'est là une chose qu'on a besoin d'apprendre aussi, c'est d'aller vers le concret. C'est-à-dire, ok, il y a une idée, qu'est-ce que ça va devenir très concrètement, et de partager ces idées-là et d'aller dans le partage va nous aider à concrétiser les choses.